Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Si je vous dis cuisine japonaise, vous allez forcément penser sushi. Le sushi est effectivement le représentant de la gastronomie nippone en France. Une spécialité qui éclipse certes toute la richesse d'un patrimoine culinaire millénaire, mais il s'est largement imposé ces dernières années dans nos déjeuners comme lors de nos soirées télé. Comment expliquer cette folie autour du sushi? L'offre française est-elle fidèle à la tradition? Connaissons-nous vraiment la cuisine japonaise? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir tout de suite avec mon invité, Chihiro Mazui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culinaire, spécialiste de la gastronomie japonaise, mais pas que. Vous vous intéressez à toutes les gastronomies du monde. Vous êtes auteur d'une trentaine d'ouvrages culinaires, j'en cite quelques-uns les derniers. Poisson, un art du Japon, Christophe Pelé, Le Clarence, et puis Racine, un japonais à Reims. Ces trois livres édités chez Glénat. D'ailleurs, ce chef à Reims, c'est le chef Kazuyuki Tanaka, qui a réussi quand même à décrocher 2 étoiles au guide Michelin en moins de 5 ans. C'est un beau palmarès. On va revenir justement sur ces liens entre la cuisine française et la cuisine japonaise. Vous êtes né à Tokyo, vous avez quitté le Japon à l'âge de 4 ans, vous avez suivi vos parents, tous les deux journalistes également, donc on comprend votre vocation pour le journalisme. Vous avez atterri à Londres, ensuite vous avez été à Paris, vous avez suivi des études de philosophie. Quels sont les grands principes de la cuisine japonaise? Alors, on parle beaucoup de saisonnalité. Ah oui. Alors, dans la cuisine japonaise traditionnelle, gastronomique, il y a en gros 24 saisons, déjà. Donc, toutes les 2 semaines. On ne s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Il y a quand même un gros attachement à la nature. Ça rejoint un petit peu la religion shinto et bouddhiste. Donc, voilà. Mais ce que nous cuisinons en famille, c'est quand même très, très différent. Sur les 24 saisons, c'est-à-dire qu'à la carte d'un menu dans un restaurant japonais, finalement, le menu change quasiment tous les 15 jours, voire tous les jours. Alors, tous les 15 jours. Là, on parle de la cuisine gastronomique traditionnelle, typiquement de Kyoto, où c'est extrêmement... c'est du grand luxe. Oui, c'est raffiné. C'est du grand luxe, c'est extrêmement raffiné, il y a beaucoup de délicatesse, etc. C'est une cuisine aussi qui est, on va dire, plutôt saine, parce qu'il y a pratiquement... On a cette image-là, du côté sain de la cuisine japonaise. Oui, le côté sain de la cuisine japonaise, la cuisine de tous les jours aujourd'hui n'est pas saine. Enfin, n'est pas saine. Et elle est aussi saine que la cuisine française de tous les jours. Elle n'a rien de particulier, rien ne la distingue des autres cuisines. Non. Parce qu'on pense souvent aussi au régime Okinawa, effectivement cette île au Japon avec des Japonais centenaires. Oui. Alors c'est vrai que je crois que c'est toujours le cas. Nous détenons le record mondial de la longévité. Alors à Okinawa et aussi dans l'île de Shikoku, qui est la 4e des grandes îles japonaises. Et c'est essentiellement attribué quand même à la consommation de produits de la mer. Voilà. Alors, est-ce que c'est que ça ou pas? J'en sais rien. Il y a relativement peu de transports en commun, donc les gens marchent beaucoup, alors ça doit aider. Alors, les principes de la cuisine japonaise, à la base, ce sont des cuissons courtes. Un exemple simple, le bouillon. Dans toutes les cuisines du monde, il y a un bouillon de base. En France, ça va être le fond de veau, le bouillon de volaille. Bon. Au Japon, c'est le dashi, qui est fait avec de l'algue kombu ou de la bonite séchée fumée. Et la particularité japonaise, c'est que ce bouillon, la cuisson est très courte, voire c'est à froid. Donc vous mettez le kombu une nuit dans l'eau froide et le lendemain, vous avez un bouillon. Alors, un bouillon qui, seul, n'a pas vraiment de goût. D'intérêt, mais qui rentre dans l'élaboration de pas mal de recettes, j'imagine. Voilà, donc ça, c'est vraiment la particularité japonaise. C'est, peu de mélange et le produit vraiment très proche de son état naturel. On s'interroge un petit peu rapidement sur les desserts. Souvent, en cuisine asiatique, on met un peu de côté les desserts. Est-ce qu'il y en a au Japon? On pense à la pâte de haricots rouges. Oui, alors,
La notion de dessert, traditionnellement, n'existe pas. Je pense que c'est parce qu'il y a quand même pas mal de sucre déjà dans les plats. Donc, du coup, à la fin du repas, on ne ressent pas autant le Le besoin besoin de sucre. de Voilà. réconfort. Et typiquement, le dessert au Japon s'appelle le mizumono, qui veut dire littéralement la chose de l'eau, c'est-à-dire des fruits. C'est le fruit cru, normal, enfin frais. Ce que vous évoquez, c'est plutôt des gâteaux pour le thé, notamment pour la cérémonie de thé, où là, ce sont des gâteaux qui sont assez... alors, encore une fois, pas de matière grasse, mais à base de riz, à base d'haricots rouges azuki. Donc ils sont assez roboratifs. Oui, sauf que c'est tout petit. Hein. C'est tout petit, tout petit. C'est très joli, c'est très décoratif, c'est intimement lié à la saison. Et comment dire, c'est sucré, sans acidité, et donc ça se marie très bien avec le thé matcha. On s'interroge aujourd'hui sur notre connaissance de la cuisine japonaise. Visiblement, on en connaît quand même assez peu, parce que je pense qu'on vient de découvrir pas mal de choses. À quand ça remonte l'arrivée des premiers restaurants japonais en France? Alors, C'est à Paris déjà, j'imagine. Oui, c'est à Paris, oui. Je pense que le plus ancien restaurant parisien japonais doit être Takara, qui est dans le quartier de Palais-Royal. Il y avait aussi Issei dans les années 70, je pense. Donc une cinquantaine d'années à peu près. Ça fait déjà 5 ans. Oui, bah oui. Mais oui, déjà, ça. déjà. Oui, ça fait ça, Et en oui. 50 ans, on ne retient que le sushi. Comment on l'explique? Le sushi est un plat, comment dire, facile à aimer. Il y a de l'acidité, il y a du sel, il y a de l'acidité, il y a un peu de sucre, Aussi. il y a du riz et du poisson. Alors, au début, c'est vrai que le poisson cru, Peut rebuter. oui. Culturellement, effectivement, moi, je beaucoup me n'en sou- mangent pas à cause de ça d'ailleurs. Bah, je me souviens, dans les années 70-80, la majorité des Français disaient non, non, pas de poisson cru. C'est relativement récent, hein, cette ouverture par rapport au poisson cru. Euh, et je pense que c'est un plat qui est très intègre, c'est-à-dire il est très abouti. Parce qu'il y a de tout, il y a beaucoup de fraîcheur. C'est rapide aussi, ben, c'est un fast-food hein, à la base. Donc je pense Vous dites que d'ailleurs pour ça- à la fast-food, c'est ce que ça représente au Japon en fait. Plus maintenant. Plus maintenant. Aujourd'hui, un sushi euh, dans les grandes maisons chères, ça va vous coûter, je sais pas moi, 500 € le menu. Hein, donc c'est pas un fast-food quand même. Mais aussi vous en trouvez dans des barquettes, dans les supermarchés. Donc c'est un peu les extrêmes. Et l'offre en France, est-ce qu'elle représente ce qu'on peut retrouver au Japon, où vraiment on a une offre adaptée aux habitudes, au mode de consommation à la française? Je pense à ces chaînes qui développent des maquis au foie gras, par exemple, ou peut-être au poulet avec de la roquette. Enfin, j'imagine qu'on ne trouve pas ça au Japon. Non, pas vraiment. Alors oui, l'offre est très adaptée. Alors je ne sais pas si c'est vraiment adapté au goût français ou si c'est adapté à une question de prix de revient, etc. Parce Peut-être le que- besoin aussi d'innover face à la massification. Aujourd'hui, des restaurants japonais, on en a quasiment partout. Des restaurants Oui. qui proposent des sushis, je précise bien. Oui. Ça a été aussi les premiers à surfer sur la vague de la livraison à domicile. Oui. Aujourd'hui, pour se distinguer, il faut innover. C'est peut-être aussi par ce Moi, moyen-là. ce qui me frappe à chaque fois, c'est la DLC, en fait. C'est qu'au Japon, une barquette de sushi dans un supermarché lambda va avoir une DLC de 6 heures, par exemple. Bon, en France, je crois que c'est au moins 24 heures, Sûrement. je pense. Et du coup, ben, il y a quand même des contraintes d'hygiène qui ne sont pas les mêmes, déjà. Et ensuite, les sushis tels qu'ils sont faits au Japon, même les sushis fast-food, hein, je pense reviendraient trop cher en France. À faire Parce exactement. que ça demande un certain savoir-faire, en fait. Ça demande un savoir-faire certain, déjà. Alors aujourd'hui, il y a des robots hein, pour les faire. Hein. Enfin, il y a des machines qui font des sushis. Donc bon, le savoir-faire... On essaye chez nous, mais visiblement, des machines savent mieux le faire que nous. Et, mais je pense que c'est surtout le poisson, la disponibilité du poisson. Qui est une vraie problématique, effectivement. Parce qu'en France, ce qu'on trouve essentiellement, c'est du saumon d'élevage.
qui n'est pas sain, qui n'est pas bon, mais qui tient longtemps. Donc forcément, ça coûte moins cher. Je le disais un peu plus tôt, ces liens entre cuisine française et japonaise, on a des chefs français qui s'inspirent largement de la cuisine japonaise. On a des chefs japonais, on parlait effectivement de ce chef installé à Reims qui viennent en France et qui métissent un peu aussi la cuisine française. Est-ce qu'il y a une fascination finalement du côté de la France et du Japon sur leur cuisine respective? En fait, la relation entre la France et le Japon en cuisine date de, en gros, fin du 19e siècle, donc ça fait plus d'un siècle quand même. En fait, la consommation de la viande a été interdite au Japon pendant 1000 ans. En 1868, l'empereur a autorisé la consommation de la viande et on dit, d'après la légende, le premier plat qu'il aurait mangé, c'était un bœuf à la mode, à savoir la cuisine française. Et dans les cuisines d'Auguste Escoffier au Ritz, il y avait déjà un cuisinier japonais qui ensuite est rentré au pays et qui est devenu le chef des cuisines de l'empereur. Donc, les Japonais ont été fascinés par la cuisine française déjà très très tôt. Et ensuite, dans les années, je crois, 70, Paul Bocuse est allé au Japon, invité par un certain monsieur Tsuji. Et c'est de là que date cette relation entre la France et le Japon, qui est quand même une relation privilégiée. Les chefs, moi je n'ai jamais rencontré de chef français qui n'avait pas envie d'aller au Japon. Ils sont tous fascinés par les cuisines japonaises, ils sont fascinés par le Japon, probablement parce que la cuisine japonaise et la cuisine française sont vraiment aux antipodes. C'est-à-dire que la cuisine française est une cuisine riche d'additions, on ajoute des choses, on superpose des choses, et la cuisine japonaise, on dit souvent, est une cuisine de soustraction, c'est-à-dire qu'on enlève des choses pour ne laisser que l'essence. Après, ça, c'est une façon assez, poétique de dire les choses. Mais c'est vrai que ce sont vraiment des cuisines très, très opposées. Donc, je pense que c'est de là aussi que vient cette fascination mutuelle. Merci beaucoup, Chihiro Masui. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Un merci spécial à Caroline Ricross qui m'a accompagnée ces dernières semaines et qui s'envole pour de nouvelles aventures. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée à tous sur Bismart.